Donc le dernier volet, ce sont les aspects traitement de la maladie de Kawasaki. Je fais une toute petite aparté pour redire un mot sur la filière FAI2R. Donc la filière, ça a été créé en 2014 et ça regroupe des centres de référence des maladies rares de l'adulte et les 2 centres de référence de maladies rares de l'enfant. Maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Voilà, c'est une sorte de structure transversale qui permet de mailler un peu le territoire, comme l'a rappelé Monsieur Darbon, tant d'un point de vue médical, pour que les médecins sachent un petit peu quels sont les référents à qui s'adresser, mais c'est également adressé aux patients. Il y a quand même beaucoup de contacts avec les associations de patients. J'en fais un petit peu la promotion parce que fin décembre, il y a une webconférence sur la maladie de Kawasaki. Donc vous pouvez vous connecter tout à fait facilement. Sur Google, vous tapez FAI2R. Il y a des webconférences vraiment animées pour les patients qui sont le samedi matin. Et il y a des webconférences plutôt très médicales mais que vous pouvez tout à fait suivre. Donc c'est le premier jeudi du mois. Et si je ne me trompe pas, la prochaine webconférence du premier jeudi du mois est animée par un pédiatre du CHU de Saint-Étienne sur la maladie de Kawasaki. C'est podcastable, comme on dit, c'est-à-dire que si vous allez vous connecter dans 3 mois, eh bien vous retrouverez très facilement, vous le téléchargez. Ça dure à peu près 1 heure, dans la limite où c'est quand même adressé à un public médical. Alors peut-être que ça vous paraîtra, mais néanmoins, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir le site de la FAI2R, aller consulter les programmes, les réunions scientifiques, médicales, également les réunions dont vous a parlé Monsieur Darbon, de toutes les associations de patients qui sont quand même très actives et avec, j'ai le sentiment en tous les cas, de plus en plus d'échanges. C'est vrai qu'au sein des congrès de médecins, il y a des patients experts, des représentants d'associations qui viennent. Et encore la semaine dernière, pour une pathologie qui ne vous concerne pas, mais qui est une maladie rare de l'enfant inflammatoire, et bien pendant toute la journée de réunion du centre de référence avec les pédiatres, il y avait 3 ou 4 représentants de patients qui intervenaient, qui posaient des questions, et je pense que c'est vraiment une évolution assez positive de pouvoir avoir ce genre de réunion et d'échanges, peut-être où on prend plus le temps, où c'est différent du temps de consultation qui est parfois un peu court pour nous les médecins, et où vous n'êtes pas tout à fait parfois disposé, ou vous sentez pas toujours l'écoute suffisante qu'on peut vous apporter. Il y a plusieurs, il me semble 23 filières en France, 23, et la FAI2R, donc maladie auto-immune, auto-inflammatoire de l'enfant jusqu'à l'adulte, elle a aussi comme thématique l'éducation thérapeutique du patient, dont parlait Monsieur Darbon en introduction dans sa présentation. La plupart des centres hospitaliers universitaires organisent, alors avec les moyens qu'on peut y mettre, ces ateliers où on a encore une autre façon d'aborder la connaissance de sa maladie, comment l'articuler avec sa vie scolaire, avec sa vie professionnelle quand on est adulte, comprendre sa maladie, savoir comment y faire face, etc. Donc on essaye, à côté de notre métier un peu de médecin, avec nos examens, nos prises de sang, nos échographies, nos traitements dont je vous ai parlé, prendre en compte votre vécu, vos questions et vos enjeux propres, qui sont parfois à côté ou parallèles de tout ça. Voilà, je ne fais pas plus long. Donc, comme on l'a déjà bien développé, je vais être rapide. La maladie de Kawasaki, c'est une pathologie, c'est une maladie qui est rare, qui est une vascularite, comme on l'a dit. J'ai remis un petit schéma qui intéresse... Oula, je me suis trompée de bouton. Pardon, c'est ça. Qui intéresse la paroi vasculaire. Donc là, il y a la lumière avec le sang, les petits globules rouges, et puis on a cette paroi vasculaire qui est constituée de différentes couches qui s'inflamment. Il y a de l'inflammation dans tous ces feuillets vasculaires et qui peut, en raison de cette inflammation, se dilater ou voire créer un anévrisme. Et l'atteinte des artères coronaires, je ne vais pas insister, je pense que vous le savez, vous l'avez bien compris, en fait tout le pronostic et toutes nos préoccupations d'un point de vue thérapeutique.
Donc, pour essayer de traiter une maladie, il faut déjà essayer de comprendre comment ça fonctionne, et c'est là où on aborde les choses avec un petit peu de modestie, j'ai envie de dire, parce que la maladie de Kawasaki, en effet, on ne comprend pas encore parfaitement les mécanismes de pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Néanmoins, on avance un petit peu. On pense, comme l'a rappelé mes collègues, qu'il y a des facteurs infectieux probablement qui sont impliqués, sans être forcément le lien de causalité, des virus, des bactéries. Et ça, on le pressent parce que ça survient plutôt avant, ça survient généralement avant 5 ans, une période de la vie où on est confronté à tout l'environnement infectieux, les virus, les bactéries. Il y a en effet des épidémies, alors parfois hivernales, parfois début de printemps. En tous les cas, on repère nous aux urgences, on travaille aux urgences, des moments où on a plus de maladies de Kawasaki quand on voit le flux des patients. Peut-être un facteur infectieux parce qu'il y a des évolutions parfois spontanément favorables. On guérit, comme on guérit d'une rhinopharyngite ou d'une autre maladie virale. Mais, et ça on le sent de plus en plus, il y a une implication du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est notre système de veille un petit peu qui va se mettre s'animer quand il y a une agression, et sont impliqués les globules blancs qu'on appelle lymphocytes T, monocytes. Bon, ça c'est un petit peu de la spécialité, et toute une cascade de messagers inflammatoires qui viennent créer la pathologie et se fixer sur les vaisseaux, et notamment avec un tropisme, comme on dit, une cible sur les coronaires. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que ça peut développer des cibles thérapeutiques. C'est-à-dire que depuis quelques années, on comprend mieux le messager de l'inflammation, et je vais vous détailler à la fin pourquoi. Et donc, on va pouvoir cibler de manière très précise les molécules qui provoquent l'inflammation. Donc le traitement auquel vous avez probablement tous été confrontés, j'ai envie de dire, que vous connaissez, c'est les immunoglobulines. Donc j'ai mis deux noms, Tégéline, Clérigue, mais il en existe d'autres. Une immunoglobuline, c'est un anticorps. Voilà. Donc c'est une molécule du corps humain qui permet de se défendre. Et ces immunoglobulines, quand on l'a perfusée à vos enfants, ou à vous, les enfants qui êtes présents, et aux grands enfants dans la salle, sont obtenues à partir de dons du sang. C'est des donneurs sains qui donnent leur sang, et on extrait le plasma, c'est le liquide du sang, pour former ces produits sanguins. Ça se passe par une injection intraveineuse, on pose un cathéter, on fait l'injection, ça se fait toujours à l'hôpital, ça dure entre 12 et 24 heures. Et il y a quelques effets indésirables rares qui nécessitent l'hospitalisation. La surveillance de la tension, parfois la tension peut chuter, on peut rarement parfois développer des allergies à cette perfusion d'immunoglobulines. Et pourquoi on met des immunoglobulines dans la maladie de Kawasaki, dont on comprend encore mal tous les mécanismes? Là encore, on sait que ça fonctionne dans certaines maladies auto-immunes, dans certains déficits immunitaires. Dans le cas de la maladie de Kawasaki, c'est pareil, ça vient moduler la réponse immunitaire, mais on ne comprend pas exactement le mode de fonctionnement de ces tégélines. C'est pour vous dire que cette maladie de Kawasaki rare, de diagnostic pas aisé, on a un traitement, mais on a nos limites d'un point de vue médical de comprendre le fonctionnement de ce traitement. Finalement, on ne sait pas pourquoi le traitement marche, quoi. Alors, le traitement, il est bien, il marche, voilà, on voit que ça marche. Donc, on ne va pas comprendre pourquoi ça marche. Alors, on ne comprend pas précisément le mode d'action des tégélines. Il y a plusieurs hypothèses parce que le mécanisme de la maladie est encore mal compris, mais on sait que ça vient moduler cette réponse inflammatoire, permettre de la diminuer. Et c'est vraiment le but des tégélines. Les tégélines, c'est une fois que le diagnostic est posé, dès que le diagnostic est posé, on vient essayer de contrôler en premier lieu l'inflammation. Ensuite, on le verra juste après, on vient essayer on va prévenir, voire être actif sur les complications coronariennes. Donc, vous avez en partie raison, c'est un petit peu... c'est un petit... Oui. Mais ça reste combien de temps dans le corps ces anticorps qu'on injecte à l'enfant ? Alors, c'est une demi-vie courte.
Après, le mode d'action est rapide. Le but des TG-Lin, c'est contrôler rapidement l'inflammation, le temps d'élimination des TG-Lin. C'est des anticorps, donc ça reste 3 mois. Ouais, voilà. D'accord. Donc, mais vous savez, c'est des anticorps, donc vous en avez contre plein de bactéries, de virus, et en ne sachant pas l'origine de la maladie, ça a été testé et il a montré que ça marchait très très bien. Mais ça a probablement une part anti-infectieuse, mais aussi une part inflammatoire et immunologique qu'on ne connaît pas bien, mais qui est réelle, puisque sur la diapo on voit bien que ça fait diminuer déjà les échecs sont exceptionnels. Et puis le risque de complication, il a chuté de 25 à 5%. Donc le traitement habituel, enfin consensuel et habituel, c'est cette perfusion d'immunoglobuline sur 12 à 24 heures. On fait une grosse dose, 2 grammes kilo, ça représente une sorte un équivalent de transfusion assez massif quand même en termes d'apport, qu'on peut renouveler une fois. On juge de l'efficacité entre 36 et 48 heures. Ces immunoglobulines, dès que le diagnostic est posé, évoqué, je ne reviendrai pas sur le fait qu'on n'attend pas toujours l'échographie, il faut le faire, et dans le meilleur, si possible, avant le 7e et le 10e jour de fièvre, si possible. Si le diagnostic a pu être posé précocement, on le fait tout de suite, et c'est vrai que ça a un intérêt avant le 10e jour, ça peut être fait après. Tout simplement parce que plus on est précoce sur l'inflammation, notamment des coronaires, plus on est actif et on contrôle le risque de complications. On voit très rapidement, donc les immunoglobulines circulent, ce sont des anticorps qui restent dans le sang, mais le mode d'action, on peut juger de l'efficacité dans les 36-48 premières heures. La fièvre chute, parfois c'est au bout de 2-3 heures en cours de perfusion que la fièvre chute. Et sur nos prises de sang, j'ai noté là peut-être des marqueurs qui vous sont connus. La CRP, c'est la protéine C-réactive, qui est un marqueur inflammatoire, va diminuer. La vitesse de sédimentation va diminuer également. Ça, c'est des marqueurs dans notre sang de l'orage inflammatoire qui se passe. Et les plaquettes également, parce que les plaquettes sont souvent augmentées de cette inflammation qui fait partie de la maladie de Kawasaki. On sait que les immunoglobulines permettent la prévention des complications coronariennes, puisque il y a 25% de risque d'atteinte coronarienne si on ne fait pas de traitement, qui est réduit à 5% grâce à ce traitement. Donc je détaille juste après pour vous dire un peu, quand nous on communique, comment on essaye de valider des conduites à tenir, c'est en faisant de la recherche et des études cliniques. Ça c'est une étude qui date de 97, donc qui a quand même 20 ans, qui reprenait beaucoup de patients Kawasaki, 1629, donc plus de 1000 patients, à qui on a administré des TG-Lin, et la preuve d'efficacité, on voit là que là, c'est des patients qui ont 0 g de TG-Lin, ils n'en ont pas. Là, ils ont 2 grammes. Le pourcentage de complications coronariennes, il est à 25% quand on n'a pas de TG-Lin sur ces 1500 patients. Et quand on met les TG-Lin à 2 grammes par kilo, on arrive à 5%. Alors, comme vous pourrez le témoigner, comme vous en témoignez d'ailleurs, il arrive qu'on ait un diagnostic qui a pu être fait dans un délai variable chez les uns et chez les autres, qu'on a pu bénéficier de ce traitement, et néanmoins, on a quand même des complications coronariennes. C'est ce dont vous avez pu parler. Mais le traitement est efficace, on le voit sur ce graphique. La deuxième part du traitement, c'est l'aspégique, l'aspirine, le cardégique. C'est une molécule, c'est un médicament qui peut avoir un effet qui varie selon la dose. C'est-à-dire que tout au début de la maladie, l'aspégique, on le met, je vous ai juste mis, bon, c'est anecdotique, mais une grosse dose d'aspégique pendant entre 48 heures et une semaine. Mais les recommandations les plus récentes, c'est que cet aspégique à grosse dose, aujourd'hui, on le met plutôt 2 jours.
quand la fièvre est élevée, puis on le met à des doses beaucoup plus faibles, on le met à peu près 10 fois moins, un peu plus, une dose 10 fois moindre, par contre de manière beaucoup plus prolongée, pour empêcher l'agrégation des plaquettes, et c'est-à-dire la formation d'un caillot au sein de l'anévrisme. Donc tout patient qui est diagnostiqué maladie de Kawasaki aura cet aspégique à forte dose, puis à faible dose 6 semaines minimum, et dans certains cas, si il y a toujours de l'inflammation dans le sang, ou alors les artères coronaires sont dilatées, anévrismales, pathologiques, on maintiendra cet aspégique à dose fluidifiante, j'ai envie de dire, enfin, anti-thrombus, anti-caillot, pour en effet protecteur. Ça va ? Est-ce que le KVJ protège les caillots de sang? Alors, c'est un effet préventif. La diapo d'après, c'est l'héparine. L'héparine qu'on met quand on a un anévrisme géant. Alors moi j'ai mis des millimètres, mais voilà, entre 6 à 8 millimètres pour répondre un petit peu à votre question. Ou quand il y a vraiment un très gros anévrisme avec un risque de caillot qui est fort, parce que plus l'anévrisme, la poche est dilatée, plus le sang circule lentement et va se solidifier, et à risque de faire un caillot. Ou alors quand il y a un caillot, là on met un médicament que peut-être vous connaissez qui s'appelle l'héparine, qui fluidifie le sang. Qui nous rend fragile quand on se coupe, qui peut faire qu'on saigne plus facilement. Mais Coumadine. Voilà. Et donc l'héparine, c'est un traitement qu'on ne peut pas garder pour de multiples raisons au long cours. On le passe par Coumadine, c'est ce qu'on appelle les antivitamines K, qui a la même action que l'héparine. Ça fluidifie fortement le sang. Ça nécessite qu'on surveille certains paramètres à la prise de sang. Est-ce qu'on n'est pas trop fluide entre guillemets, c'est de manipulation quand même assez fine, et puis ça nécessite de faire attention quand on se coupe, quand on tombe, parce qu'on va faire un hématome plus facilement que quelqu'un d'autre, comme quand on a une anomalie d'acoagulation. Les enfants qui sont par exemple hémophiles, ils peuvent avoir des anomalies de la coagulation, ils font attention. Les patients sous héparine, ils font attention aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà les 3 traitements standards. Quand cette prise en charge qui est très consensuelle, qui est recommandée, n'a pas permis de contrôler la maladie de Kawasaki, quand la fièvre est toujours élevée, donc j'ai remis ce chiffre de 10 à 20% des patients qui, malgré une première perfusion de tégéline, parfois une deuxième, ne sont pas contrôlés. Donc on va dire dans un cas sur 10 ou un petit peu moins, pour être un peu généraliste. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, on est un peu hors consensus, les conduites à tenir varient, on essaye de se référer à, pareil, les publications, ce que décrivent nos confrères médecins partout dans le monde, et la recherche qui avance, j'en dirai un mot juste après. Là, qu'est-ce qu'on peut faire quand les 2 perfusions de tégéline n'ont pas fonctionné ? On peut mettre de la cortisone. Les corticoïdes, c'est un super anti-inflammatoire, c'est une molécule qui vient être plus fort que tégéline et aspirine à très haute dose. Seulement, on sait qu'il n'y a pas d'intérêt de le mettre tout de suite, parce que votre question c'est si moi, mon enfant, il a été réfractaire, pourquoi on n'a pas d'emblée mis tout ça ? Parce que les études ont bien montré qu'il n'y a pas d'intérêt à le mettre tout de suite avec les tégélines, et l'intérêt de la cortisone, elle est quand même controversée. Il y a des études des patients où on dit oui, ça a fonctionné, puis il y en a d'autres, non, ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Donc le niveau de preuve n'est pas celui des immunoglobulines comme j'ai pu vous le montrer. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les agents biologiques. Donc ça, c'est un petit peu de l'innovation thérapeutique. C'est tout le champ des médicaments en immunologie qui a vraiment explosé, j'ai envie de dire, en tous les cas, qui s'est développé et qui a fourni beaucoup de nouveaux médicaments depuis les années 2000. Parce que maintenant qu'on sait et qu'on a repéré les messagers de l'inflammation qui sont au début de cette cascade inflammatoire, qui ont des noms un petit peu particuliers, ces messagers, ces petites molécules protéiques qui vont déclencher l'inflammation, elles s'appellent TNF-alpha, elles s'appellent interleukine 1, c'est un petit peu des mots barbares, mais
elles ont permis de développer des médicaments qui vont les capter, qui vont les bloquer et qui vont être très actifs sur cette réponse inflammatoire. Et donc, ces médicaments-là sont développés, ont prouvé leur efficacité dans d'autres pathologies. Elles sont utilisées chez l'enfant, dans la maladie de Crohn par exemple, peut-être que c'est celle qui est le plus connue, ou dans d'autres maladies rares. Et en effet, par meilleure compréhension de l'existence et du fonctionnement de ces messagers inflammatoires, on a fait le parallèle entre une autre maladie rare que vous ne connaissez pas, et je ne vais pas m'étaler, qui s'appelle la maladie de Steele, qui est une maladie où on a également de la fièvre, où on a également une éruption cutanée, où on a également des adénopathies. On a décrit des cas de patients qui étaient un petit peu finalement à la frontière de la maladie de Kawasaki, à la frontière de ces deux maladies. Plus on avance dans nos connaissances, en fait en médecine souvent, plus on apprend de choses et plus on se rend compte que les choses elles ne sont pas si... elles sont parfois complexes et parfois intriquées. En tous les cas, ça a permis de développer pour la maladie de Kawasaki, dans des cas de patients réfractaires, je pense qu'il n'y en a pas dans la salle, eh bien, des options thérapeutiques qu'on avait clairement identifiées pour cette maladie de Steele, à savoir utiliser des bloqueurs de l'interleukine 1 pour traiter ces malades réfractaires. En effet, à l'état de la recherche actuellement, quand on dose dans le sang beaucoup de malades qui ont une maladie de Kawasaki, on se rend compte que cette interleukine 1 est présente de manière élevée. Et là, c'est juste pour information pour vous, parce que c'est des diapos très médicales. Actuellement, où on en est dans le monde sur la maladie de Kawasaki, qui est une maladie rare, eh bien, on développe, au stade de recherche, c'est vraiment de la recherche, 3 études qui impliquent cet anticorps anti-interleukine 1, qui vient plutôt en sauvetage, j'ai envie de dire, pour les patients réfractaires. Et ça, c'est l'avenir, et ça, c'est les résultats qu'on aura peut-être dans 2 ans, qu'on pourra appliquer peut-être dans 5 ans de manière plus certaine et plus codifiée, pour vous dire que les solutions thérapeutiques, la compréhension de la maladie de Kawasaki, c'est vraiment quelque chose qui est toujours en route et qui avance, si vous voulez. Là, c'est une autre étude qui se passe plutôt au Japon, où on essaye des immunosuppresseurs sur la maladie de Kawasaki. Pareil, en se disant, le système immunitaire, il est impliqué dans cette maladie de Kawasaki. Est-ce qu'on pourrait être plus actif sur la prévention des complications ou pas? Tout ça, c'est vraiment à l'étude de la recherche. C'est pour vous montrer que les choses sont pas arrêtées. Où est-ce qu'on en est de Kawasaki et génétique? J'ai une seule diapo, François en a parlé un petit peu. On se rend compte en effet quand on prend, surtout au Japon, parce qu'au Japon il y a beaucoup de maladies de Kawasaki, on prend les patients qui ont présenté une maladie de Kawasaki, et aujourd'hui la génétique elle nous permet de faire comme un scanner de nos gènes. C'est ce qu'on appelle maintenant le GWAS. Et on se rend compte qu'il y a des particularités génétiques, comme le disait bien Monsieur Darbon. C'est pas un gène qui va transmettre la maladie de Kawasaki, mais probablement une prédisposition de certains individus à développer une maladie de Kawasaki, probablement une prédisposition génétique et effectivement aussi à développer des complications de maladie de Kawasaki malgré un diagnostic précoce, malgré un traitement précoce. Voilà, en tous les cas, ce champ-là de la génétique en médecine, pour beaucoup de maladies, pour la cancérologie, pour les maladies auto-immunes, pour les maladies inflammatoires, dans les années à venir, va nous aider à faire une sorte de thérapie un peu personnalisée. Peut-être que plus tard, on aura tous un petit peu notre scanner de nos gènes et qu'on saura plus rapidement quel est le médicament qui nous va bien. Voilà. En conclusion, je voulais juste dire que d'un point de vue thérapeutique, c'est vraiment les immunoglobulines qui ont leur place incontestée. Quand le diagnostic est posé, c'est l'urgence thérapeutique, comme on dit un petit peu. Il faut mettre les immunoglobulines rapidement. Les immunoglobulines, donc ces anticorps qu'on injecte par voie intraveineuse, ont
montrer leur intérêt dans la prévention des complications coronariennes, mais de manière parallèle, sachez que la recherche a d'autres voies thérapeutiques en cours d'investigation, d'autres projets de recherche génétique et également pour comprendre, pour essayer de savoir quels sont les patients à risque et quelles sont les possibilités thérapeutiques à l'avenir. Voilà.